Ils sont vraiment hypnotisés par cette image d'une personne, de personnage de Poutine qui parle bien, qui protège des traditions, etc. Mais il faut voir ce qu'il dit et ce qu'il fait, parce que c'est vraiment pas la même chose. Ils ont commencé à élaborer le projet qui s'appelle le projet Harvard. Le père de ce projet, c'était Henry Kissinger. Et le troisième tome, c'est Achèvement. Donc en fait, c'est le rôle de Poutine. Liquidation de l'armée soviétique, élimination des attributs du socialisme tels que l'éducation et les soins médicaux gratuits et l'introduction de tous les attributs du capitalisme, il faut payer pour tout. L'élimination des entreprises d'État, donc la privatisation qu'on a connue dans les années 90 et qui a continué durant le règne de Poutine. En parlant que c'est les oligarques qui n'ont rien à voir avec le Poutine, on va parler de ça. Déjà... Donc en fait, il était, quand il est arrivé au pouvoir, il était déjà en fait sous enquête pour détournement de fonds publics. C'est ça. C'est quand même énorme, quoi. Si la Russie exporte les ressources naturelles, est-ce que cet argent va dans les poches des gens ou dans les poches des oligarques? 40% de la population vit avec le salaire moins de 20 000 roubles, 200 euros. 10% de la population, donc c'est les oligarques, détiennent 90% d'argent du pays. On utilise aujourd'hui, la crise a déclenché, la crise est arrivée. Il n'est pas arrivé toute seule, c'est quelqu'un qui l'a organisé, qui l'a créé. Ça n'arrive pas tout seul. Les hôpitaux, le nombre d'hôpitaux a diminué de plus de 2 fois. Ils ont besoin de cette guerre, cette troisième guerre mondiale. Ils la chauffent de tous les côtés depuis des années. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi parce que les gens ne sont pas très d'accord d'aller se tuer. A été réduite par 3, les forces armées. De 2,88 millions de personnes, on a passé à 1 million. 46 généraux qui se sont opposés aux réformes destructrices sont morts d'une manière étrange. Ils se sont tirés une balle dans la tête, ils se sont jetés par la fenêtre, ou c'est une catastrophe. Donc, Shoigu, on va parler de Shoigu aussi, le ministre de la Défense actuel, c'est une personne qui n'a aucune formation militaire. Il n'a jamais fait l'armée. Je vais parler peut-être plutôt des raisons de cette guerre, qui l'a déclenchée et qui a les intérêts dans cette guerre. Donc, aujourd'hui, donc les mensonges se sont découverts progressivement en Russie durant ces années et il n'y a pas très longtemps, ces dernières années, la population a découvert une grande implication de la secte Chabad dans la politique en Russie. Donc en fait, c'est une vraie secte, c'est des juifs, mais qui ne sont pas orthodoxes. C'est une secte qui s'est séparée du mouvement juif et qui, derrière leur activité religieuse, on va dire, dans le pays, ils influencent fortement la politique en Russie. Oui, c'est ce mythe qu'en Russie, il n'y avait pas de restrictions, etc. Bien sûr que c'est un mythe. Le confinement qui est arrivé, donc en France, il a duré beaucoup plus longtemps, mais en Russie, il a duré seulement 2 mois. Pourquoi ? Parce que ça sentait la révolution. En fait, tout ça, c'était pareil en Russie. Des amendes, des restrictions, mais la population était plus active et plus organisée qu'en France. Tous leurs moyens, c'est de faire peur, tout simplement. Ils essayaient de faire peur, mais ils peuvent rien faire parce que tu fais rien d'illégal. Et si t'as pas peur, ils savent qu'avec toi, ils peuvent rien faire. On observe exactement la même chose comme partout. Donc, l'introduction d'insectes, organisation de la famine, le contrôle total par les caméras, la construction des villes de 15 minutes. Je comprends que ces informations-là peuvent décourager,
Parce qu'en fait, oui, les gens ont toujours besoin de croire en quelque chose de meilleur, en quelqu'un qui va les sauver. Mais ça, c'est faux aussi parce que c'est nous les sauveurs de nous-mêmes. Pourquoi en Europe il y a cette forte propagande de Trump ou de Poutine? Parce que justement, pour qu'ils ont cette illusion de choix, et oui, il faut sortir des illusions. Ça fait mal. Et on est optimiste parce qu'on croit vraiment fortement, on croit qu'on va y arriver. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première interview de Jeanne Traduction. Donc l'objectif de cette interview n'est en aucun cas de dresser le même tableau du gouvernement russe que les médias mainstream. Vladimir Poutine n'est pas responsable de tous les maux du monde et ce que nous avons à craindre se situe en premier lieu sur notre sol français. Ces dernières années, nous avons assisté à la chute progressive de l'Occident et à l'exposition de l'étendue de sa corruption qui semble n'avoir aucune limite. L'OTAN, organe impérialiste par excellence, n'a cessé de croître depuis sa création, allant de provocation en provocation, de plus en plus à l'Est, pour finir par s'illustrer à Maïdan en 2014. Cependant, reconnaître la responsabilité de l'OTAN et la corruption des pays occidentaux n'implique pas forcément que ceux à qui ils s'opposent aient des intérêts radicalement différents, ni ne servent sincèrement les intérêts de leur population. Face à l'agonie du dollar, dont nous ne pouvons qu'honnêtement nous réjouir, ainsi qu'à la mise en péril du nouvel ordre mondial unipolaire, nous est proposé un nouvel ordre mondial multipolaire, dirigé par les BRICS, le R étant celui de la Russie. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo du Forum économique mondial, les États-Unis ne seront plus la superpuissance dominante du monde. Une poignée de pays domineront. Cela sonne comme un déclin programmé, ou s'il n'est pas programmé, tout du moins accepté. Compte tenu des accointances de la Russie et du Forum économique mondial, ainsi que son alignement sur certaines politiques occidentales douteuses, il est capital de s'interroger sur cette alternative qui nous est présentée. Les BRICS, et plus particulièrement la Russie de Vladimir Poutine, sont-ils vraiment diamétralement opposés au déferlement totalitaire que nous vivons en Occident ? La société artificielle, rêvée par le Forum économique mondial et les principaux banquiers du monde, ne séduit-elle pas également ces autres pays ? C'est ce que nous allons tenter d'explorer aujourd'hui avec Anna Lebedeva, citoyenne et résistante russe. Bonjour Anna et bienvenue. Bonjour Jeanne, merci. Merci de m'avoir invitée à cette interview. Merci à vous d'avoir accepté. C'est donc, comme je disais, ma première interview. Et je vais vous laisser vous présenter pour que vous nous expliquiez un peu qui vous êtes et d'où vous venez et éventuellement pourquoi vous vous êtes engagée dans l'activisme et la résistance. Oui, bonjour encore. Je m'appelle Anna Lebedeva, je suis russe. Je suis de la région de Kostroma, qui n'est pas très loin de Moscou, en Russie. Je suis pédagogue et traductrice de métier et je suis activiste depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc, pourquoi je me suis engagée dans ce travail qui est très important pour nous tous, pour toute l'humanité, parce qu'à un moment, j'ai commencé à comprendre que les choses vont mal, que les gouvernements partout dans le monde nous mènent vers un futur un peu étrange et même dangereux. Et donc, en étudiant tout ça, j'ai connu des activistes, des personnes qui ont vraiment étudié cette question et on a commencé à agir tous ensemble pour pouvoir transmettre ces informations importantes au reste de la population et pour s'engager dans l'installation du futur que nous voulons créer et pas que les gouvernements mondiaux nous imposent. Merci beaucoup et je pense que c'est une noble entreprise et j'avoue que je suis aussi dans cette dynamique et on pourrait y revenir à la fin de l'interview, les solutions que vous proposez.
Mais j'aimerais revenir d'abord sur la politique de Vladimir Poutine et du gouvernement russe qui nous est présenté comme quelqu'un de traditionnel, conservateur, qui s'oppose au globalisme et au nouvel ordre mondial. J'aimerais savoir, dans la population russe, l'opinion de ceux qui sont plutôt favorables et ceux qui sont plutôt défavorables. Quels sont leurs arguments, en fait? Concernant la politique de Vladimir Poutine, aujourd'hui, on n'a plus aucun doute parce qu'une analyse très profonde a été faite durant ces années et puis on vit dans ce pays et on voit de l'intérieur tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on n'a plus aucun doute que cette personne-là, c'est une personne infiltrée du gouvernement mondial qui suit le plan du nouvel ordre mondial avec la politique menée dans le pays. Donc aujourd'hui, je peux dire que d'après les sondages indépendants, plus de 70% ne le soutiennent pas et à peu près 20-30% le soutiennent. Bien sûr, la propagande, les médias officiels vont nous dire le contraire. C'est pour ça qu'ils sont faits les sondages officiels, pour créer une opinion publique. Mais ce n'est pas la même chose qu'on voit dans la vraie vie. Donc, concernant ceux qui le soutiennent, on rencontre souvent ces gens-là, puisque on fait souvent justement les sondages. Et on collecte souvent les signatures concernant les questions différentes, que ce soit, je sais pas, la vaccination obligatoire, les élections, l'opération spéciale en Ukraine, etc. Donc, on touche les questions importantes et on crée les documents juridiques pour déposer des déclarations dans des organismes d'État, etc. Et donc, justement, souvent, on rencontre des gens qui soutiennent encore Poutine et c'est très rigolo, en fait, d'entendre leur preuve, enfin, en fait, il n'y a aucune preuve de pourquoi ils le soutiennent. Par exemple, récemment, justement, on a fait des petits sondages dans les régions différentes de la Russie concernant les élections, pour qui ils vont voter. Et donc, il y avait une femme qui dit moi, je vais voter pour Poutine. La personne qui pose la question, elle dit pourquoi, pour quel mérite, en fait, pourquoi vous le soutenez? Parce qu'il est bien, il parle bien, mais regardez, aujourd'hui, vous voyez très bien que tout est détruit et par exemple, cet hiver-là, nous avons eu des catastrophes dans les réseaux de distribution, tout ce qui est chauffage, canalisation, etc., que les gens restaient dans plusieurs régions sans chauffage, avec le froid hyper fort. Elle dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, tout est détruit dans le pays. Et il rigole en même temps, il comprend qu'en fait, il va voter pour quelqu'un qui a tout détruit. Et la personne dit, mais alors vous allez voter quand même pour... vous croyez c'est la faute de qui? Elle dit, c'est la faute de la direction du pays. Et vous allez voter pour lui. Mais qui y a d'autres? Et je comprends ces gens-là. Souvent, quand ils arrivent à cette conclusion, en parlant avec la personne, ils disent, mais il y a personne d'autre. Et je comprends ces gens-là parce que justement, le système électoral, il est créé d'une façon que jamais un vrai candidat du peuple pourrait participer à ces élections. En opposition de Poutine, ils mettent les personnes qui ne valent rien.
qui n'ont aucun programme qui peut vraiment intéresser la population. Et une autre personne aussi intéressante qui, pendant ce sondage, elle a dit oui, je vais voter pour Poutine. Et elle dit pourquoi parce qu'il connaît, il est là depuis plusieurs années, il connaît bien la situation en Russie. Et moi, j'ai peur que si une nouvelle personne vient, tout va continuer à se détruire encore plus. Donc, en fait, il avoue que le pays, déjà, il est en pleine destruction. Et si une nouvelle personne, ça va continuer à se détruire. Et elle rigole en même temps parce qu'elle a compris ce qu'elle a dit. Ce que je veux dire, ce qu'on observe, c'est une hypnose. Parce que souvent, c'est les gens qui regardent la télé. Ils sont vraiment hypnotisés par cette image d'une personne, de personnages de Poutine qui parlent bien, qui protègent des traditions, etc. Mais il faut voir ce qu'il dit et ce qu'il fait, parce que c'est vraiment pas la même chose. Moi, je peux parler des promesses qu'il a faites durant les années de sa gouvernance. Il a promis plusieurs fois que jamais il augmenterait l'âge de retraite. Et il y a quelques années, l'âge de retraite a été augmenté. Les femmes chez nous, c'était 55 ans, l'âge de retraite, et les hommes, 60 ans. Et il y a quelques années, c'est passé plus 5. Donc, les femmes, 60 ans, et les hommes, 65. Donc, voilà. Après, il a promis plusieurs fois, déjà au début, quand il est arrivé au pouvoir en l'an 2000, il a promis que vers 2005, tous les villages seront fournis de gaz parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans un état catastrophique. Plusieurs villages n'ont pas de canalisation, ils n'ont pas de gaz, etc. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ce n'est toujours pas fait. Plusieurs villes. Déjà, durant ces 20 dernières années, 80 000 villages ont disparu. C'est énorme. 80 000 villages. Pourquoi? Parce que la production, les entreprises qu'il y avait dans ces villages se sont fermées. On va parler aussi de 400 000 de fermetures d'entreprises dans le pays durant ces 30 dernières années. Donc, en fait, 2/3 de potentiel industriel a été détruit en Russie aujourd'hui. Donc, et après ça, bien sûr, les villages disparaissent. En fait, les gens partent dans les villes où il y a le travail. J'ai mon exemple personnel, le village de ma grand-mère. Aujourd'hui, il reste une dizaine de maisons avec des personnes âgées qui terminent juste leur vie dans ce village où il n'y a rien. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de magasin, tout simplement. Il y a une personne un peu plus jeune que les autres qui ramène quelques produits alimentaires dans sa maison et c'est chez elle que les gens achètent les produits. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est un exemple, mais c'est partout dans le pays. Et donc, voilà, on a entendu beaucoup de promesses de la part de Poutine durant ces années, mais ce n'est toujours pas fait. Par rapport au gaz, je parle des villages qui ne sont toujours pas approvisionnés de gaz, d'eau, etc. Mais il a promis récemment, si je ne me trompe pas, en été 2023, qu'il va construire 30 villages modernisés pour les Africains. Donc, en fait, il va faire venir les Africains et il va construire pour eux 30 villages modernes. Alors que les citoyens russes vivent dans la pauvreté et n'ont pas de réseau de distribution dans les villages. Donc, après,
Je vais peut-être commencer depuis le début pour que... Juste une seconde, parce que c'est dingue et c'est très intéressant de constater qu'en fait, on observe la même chose en France. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui nous disent qu'ils votent pour Macron parce qu'il est beau. Donc, on comprend pas trop qu'est-ce qu'un président beau pourrait amener au pays. Surtout que ce trait ce trait est quand même largement discutable, mais bon, c'est un autre sujet. Et la désertification des villages aussi en France, c'est pareil, c'est une catastrophe. Les villages aujourd'hui, il y a plus de commerce. Avant, il y avait des postes et il y avait, par exemple, dans le village où j'habite, on est dans un village de 300 habitants. Avant, il y avait une poste, une petite épicerie, il y avait même une gare. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gare, il n'y a plus de poste. Et c'est dingue de constater que c'est exactement la même chose qui se passe en Russie, parce que nous, en France, on nous explique que justement, grâce à la politique du gouvernement de Vladimir Poutine, en fait, la Russie a un niveau de vie qui s'élève. Mais on constate que, enfin, vous, en tout cas, vous dites qu'il se passe la même chose qu'ici, quoi. C'est-à-dire que le niveau de vie s'abaisse et que les villages se vident et que les gens se concentrent en ville. Oui, c'est exactement la même chose partout. Et moi, je peux le dire aussi parce que moi, je vis entre la Russie et la France et je vois avec quoi comparer. Donc, et je voulais dire, voilà, je voulais peut-être commencer depuis le début pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en Russie depuis la chute de l'Union soviétique. En fait, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, durant la Deuxième Guerre mondiale, les mondialistes, ils ont compris que la Russie, on ne peut pas la vaincre par la méthode physique, par moyen de guerre. Et c'est tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à élaborer le projet qui s'appelle le projet Harvard. En Russie, il est très connu, surtout dans le milieu d'opposition, il est très connu et c'est les données absolument officielles et données sur des sites officiels. Mais j'ai compris qu'en France, en fait, les gens ne sont pas au courant de ce projet. Alors, le projet, le père de ce projet, c'était Henry Kissinger. Et celui qui a fait les recherches pour ce projet, il s'appelait John Patton Davis, qui travaillait dans le département d'État américain. Ce projet, il est divisé en 3 tomes. Le premier tome, c'est Perestroïka, donc c'est la période de Gorbatchev. Donc en fait, Gorbatchev, sa fonction, c'était de préparer les réformes du socialisme au capitalisme. Donc préparer l'Union soviétique vers la chute en vrai. Le deuxième tome s'appelait les réformes. Donc c'est le rôle de Yeltsin. C'est l'élimination du système socialiste mondial, liquidation de l'URSS et l'élimination de la conscience socialiste patriotique. Et le troisième tome, c'est achèvement. Donc en fait, c'est le rôle de Poutine. Là, le troisième tome, c'est liquidation de l'armée soviétique, élimination des attributs du socialisme tels que l'éducation et les soins médicaux gratuits, et l'introduction de tous les attributs du capitalisme. Il faut payer pour tout. Parce qu'en fait, dans l'Union soviétique, la médecine, l'éducation, tout était gratuit. Et on avait même le logement gratuit. Donc, après, c'est l'élimination des entreprises d'État, donc la privatisation qu'on a connue dans les années 90 et qui a continué durant le règne de Poutine dans les années 2000. Et
Oui, l'achèvement, c'est faire geler la population russe affamée dans les villes et les villages détruits, en fait. C'est ce qu'on a vu cet hiver parce que, franchement, c'était tombé juste sur la période où la température a très baissé, a beaucoup baissé, que les réseaux de distribution tels que canalisation, gaz, donc tout ce qui est chauffage, en fait, il se cassait, il y a eu des accidents et les gens, on peut voir sur mon canal que dans plusieurs régions, des milliers de personnes, pendant le froid fort de Sibérie, ils sont restés sans le chauffage. Il y a des images, des vidéos affreux que ça gèle jusqu'aux appartements chez les gens. Donc, voilà. Et leur but, en fait, c'est de diviser la Russie en petits morceaux, d'éliminer en fait la Russie de la carte du monde. Et donc, bon, ça c'est déjà les détails. Et en fait, tout ça, on est déjà au 3e tome achèvement. Donc, Gorbatchev, Yeltsin, ils ont bien réussi leur fonction. Et Poutine, il a continué. Donc, parfois, j'entends, même chez la population russe, parfois, il existe ce mythe en fait, il compare la vie d'aujourd'hui aux années 90. Et chez les Français aussi, ça existe souvent. Oui, mais souvenez-vous des années 90. Alors, souvenons-nous des années 90. Déjà, d'après les chiffres, les années 90 sont bien avantageux que les années d'aujourd'hui. Et souvent, j'entends aussi que oui, c'est les oligarques qui ont volé le pays, voilà, c'est ces oligarques qui sont au pouvoir, qui sont en train de détruire, et Poutine est en train de se battre avec eux. Déjà, comment il peut se battre tout seul contre tout ce système dans lequel les gens avouent qu'il n'y a que des voleurs, de la corruption, etc. Et pourquoi, depuis 25 ans, il n'a toujours pas réussi à régler ces problèmes. Donc, soit il est avec eux, soit c'est une personne incompétente et qui ne doit pas être au pouvoir en Russie si en 25 ans, il n'a pas réussi à régler ce problème. Mais en parlant que c'est les oligarques qui n'ont rien à voir avec le Poutine, on va parler de ça. Donc, en fait, Poutine, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a installé sur tous les postes haut placés les personnes qu'il connaissait, les personnes qui travaillaient avec lui, ses proches, ses amis, etc. En fait, moi aussi, j'ai partagé sur mon canal la vidéo récemment qui était Poutine avant d'arriver au pouvoir. Donc là, on voit très bien que déjà au niveau de Saint-Pétersbourg, donc c'était l'adjoint de maire Sobchak de Saint-Pétersbourg, et déjà là, on voit des manipulations avec l'argent budgétaire de la part de Poutine. Et peut-être pas beaucoup de monde le savent, mais Poutine, il était sous l'affaire pénale quand il est arrivé au poste de président. Parce que il y avait une enquête ouverte à Saint-Pétersbourg qui a découvert une certaine entreprise 20e Trust à Saint-Pétersbourg qui délivrait les fausses licences pour exporter les ressources naturelles russes à l'étranger et qui pillait
l'argent budgétaire et les signatures dans les documents délivrés, dans ces licences délivrées, c'était les signatures de Vladimir Poutine. Donc en fait, déjà. Donc en fait, il était quand il est arrivé au pouvoir, il était déjà en fait sous enquête pour détournement de fonds publics. C'est ça. C'est quand même énorme, quoi. Oui. Ça part mal, quoi. Oui, et l'enquête, le chef de l'enquête menée sur cette affaire, donc Andrei Zykov, il a dit que dès qu'il est arrivé au poste de président, nous avons été invités à Moscou et ils ont dit, le procureur général a dit que cette affaire est fermée parce qu'il n'y a pas de fait sur cette affaire. Oui, il n'y a pas de preuves, quoi. Il n'y a pas de preuves, ouais. Ok, donc, allez hop, on oublie. Oui, ils étaient surpris, énormément surpris parce qu'il y avait justement beaucoup de preuves. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé au pouvoir, au poste de président en 2000 ? Il a mis sur tous les postes importants du pays les personnes qui ont travaillé avec lui à Saint-Pétersbourg, sa famille, les amis qui faisaient du judo avec lui, etc. Donc aujourd'hui, dans le pays, c'est que les hommes de Poutine. Donc de dire que ce sont les oligarques qui n'ont rien à voir avec lui, c'est faux. Moi, je vais donner quelques noms connus qui travaillent avec lui et qui occupent aujourd'hui des postes importants. Donc, ses collègues encore au KGB, en URSS, c'est Nikolai Patrushev, directeur du FSB, donc ancien KGB, service fédéral de sécurité. Il était directeur de ce service jusqu'à 2008. Alexandre Bortnikov, directeur du FSB depuis 2008. Donc, ce sont ses collègues du KGB. Après, ses subordonnés à la mairie de Saint-Pétersbourg. Igor Sechin, aujourd'hui le président de Rosneft. Justement, Rosneft, aujourd'hui, c'est la plus grosse entreprise pétrolière. Et Sechin et Poutine, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont repris justement la production pétrolière aux gens de Yeltsin. Donc, voilà, c'est son collègue de Saint-Pétersbourg qui tient aujourd'hui la plus grosse entreprise pétrolière. Medvedev, ancien président, premier ministre, c'est son collègue aussi de Saint-Pétersbourg. Miller, aujourd'hui président du conseil d'administration de Gazprom, donc l'entreprise de gaz, la plus grosse. Voilà. Les autres employés de la mairie de Saint-Pétersbourg qui travaillaient avec Poutine dans les années 90, German Gref, aujourd'hui c'est le président de Sberbank, qui introduit justement tous les attributs numériques du nouvel ordre mondial. Qui est au Forum économique mondial. Voilà, qui justement, oui, qui est présent au forum et qui organise aussi des forums économiques en Russie qui sont un peu, qui ressemblent un peu au forum mondial, voilà. Donc Chubais, président, donc oui, on connaît Chubais, c'est celui qui a mené la grosse campagne de privatisation des entreprises d'État. Donc aussi, c'était son collègue à Saint-Pétersbourg. Après, il y avait aussi ses voisins de la maison de campagne. En fait, ils ont une coopérative O0, qui s'appelle O0. Donc, en fait, c'est les villas d'oligarques, en fait, dans cette coopérative. Et même là, ces gens-là, ces voisins, occupent aujourd'hui des postes importants en Russie.
Vladimir Yakounine, président de RGD, des chemins de fer russes, de la SNCF russe. Kovalchuk, c'est le copropriétaire et président du conseil d'administration de Rossiya Bank, donc une grosse banque russe aussi. Son frère Mikhail Kovalchuk, vice-président de l'Académie des sciences de Russie depuis 2007. Andrei Fursenko, ministre de l'Éducation et des sciences de Russie depuis 2012, assistant du président de la Fédération de Russie. Donc voilà, pour dire que ça, c'est seulement les noms qui sont très, très connus. Et pour dire que Poutine n'a rien à voir avec les autres oligarques, c'est faux, parce que déjà, lui, c'est le premier oligarque du pays. Et voilà, les autres, ce sont ses amis ou ses collègues avant la présidence. Et encore une fois, on constate la même dynamique, c'est-à-dire qu'on met nos potes au pouvoir et on privatise tout ce qui appartenait autrefois au peuple. En fait, tout ce que vous, l'Union soviétique, vous amenez en Russie, vous êtes enlevé petit à petit, et tout ce que nous, en France, après la Seconde Guerre mondiale aussi, et un petit peu avant, tout ce qui était un bien national, en fait, petit à petit, tout est privatisé, quoi. Que ce soit la Poste, la SNCF, on voit que la population, qui n'avait déjà pas beaucoup mainmise dessus, n'a quasiment plus du tout mainmise sur les infrastructures de son pays, en fait. Et Vladimir Poutine s'inscrit totalement dans cette dynamique, vu que ces oligarques qu'il est soi-disant censé chasser sont en fait ces personnes proches, en fait. Oui, c'est ça. Il parle tous les ans de la corruption, qu'on se bat avec la corruption, que voilà. Mais en fait, c'est les personnes qui sont actionnaires avec lui dans les mêmes entreprises, ou c'est voilà, ses collègues ou sa famille, etc. Donc, la privatisation des entreprises stratégiques, des grosses entreprises, ça ne devrait même pas exister. Comment on peut s'approprier des ressources naturelles du pays? Ça appartient au peuple. Ça a toujours appartenu au peuple. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'économie de la Russie qui a monté, etc., il faut comprendre tout le système. Si la Russie vend, exporte les ressources naturelles, est-ce que cet argent va dans les poches des gens ou de la population simple, ou dans les poches des oligarques? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, 40% de la population vit avec le salaire moins de 20 000 roubles, 200 euros. C'est même pas la pauvreté, c'est la misère. C'est impossible de vivre avec cet argent-là. On est en première place en termes de déclin démographique, justement. Donc, il faut poser la question à Poutine qui dit qu'il se bat avec ce problème. Mais pourquoi? Déjà, on est arrivé à ce point avec ces 25 ans de présidence. La première place en nombre d'avortements. C'est encore une fois le chiffre de la démographie. C'est très intéressant c'est très intéressant et à la fois triste, parce que c'est toujours une décision très compliquée. Et la Russie, qui est censée justement conserver les valeurs traditionnelles, est le pays au plus fort taux d'avortement. Ça, c'est quand même... je ne savais pas, et je suis la première à être surprise, quoi. Vraiment surprise de ce chiffre-là. C'est fou, quoi. On est en première place en nombre de suicides chez les adolescents. Pareil, pourquoi? On est en première place dans les maladies cancéreuses. 7e place mondiale en nombre de meurtres intentionnels. Donc, je voudrais aussi parler de l'armée, parce qu'il y a eu les réformes de l'armée, et c'est très intéressant à entendre, parce qu'au niveau mondial, on nous dit que la Russie, c'est un pays super fort, que
l'armée est super forte, il faut avoir peur, il va venir nous envahir, etc. Alors que les statistiques nous disent autre chose. Pourquoi, en fait, ils ont besoin de créer ce... Pareil, en Russie, on nous dit l'OTAN, super puissant, etc. Il faut avoir peur, il faut se protéger, il faut aller à la guerre en Ukraine. Et la même chose de l'autre côté. Ils ont besoin de cette guerre, cette troisième guerre mondiale. Ils la chauffent de tous les côtés depuis des années. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi parce que les gens ne sont pas très d'accord d'aller se tuer. Tout ce qu'ils ont réussi à se poser, les Ukrainiens et les Russes, c'est une grande réussite de leur part parce que c'est vraiment le même pays. C'est comme si la France du Nord se battait avec la France du Sud. C'est le même peuple, on a la même culture, la même histoire, la même langue. Jusqu'à maintenant, ça nous fait très très mal qu'on est arrivé jusqu'à là. Mais voilà, je voudrais parler de l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années? Donc déjà sous Poutine, on a eu une forte réduction des forces armées. Il y avait les réformes de Serdyukov, donc l'ancien ministre de la Défense, qui sont très connus aujourd'hui comme... Il est connu aujourd'hui comme le destructeur de l'armée et la personne impliquée dans de nombreuses affaires de corruption. Donc, l'armée a été réduite par 3, les forces armées. De 2,88 millions de personnes, on a passé à 1 million. La réduction par type de troupes. Terrestre, 90%. Aérienne, 48%. Marine, 49%. Missiles, 33%. Ce ne sont pas des réformes, c'est vraiment l'anéantissement de la puissance militaire. Après la Deuxième Guerre mondiale, en URSS, il restait une énorme quantité d'obus. Mais durant ces 20 dernières années, 29 dépôts de munitions ont explosé. Et pour exploser un dépôt militaire, il faut être fort parce qu'ils sont très très bien protégés. Donc ça, c'est de la diversion de la part du pouvoir. C'est pour ça, aujourd'hui, en Ukraine, nos soldats, ils se plaignent, ils enregistrent des vidéos. On a beaucoup de témoignages des personnes qui reviennent de l'opération spéciale, de leurs proches. Ils disent qu'il n'y a pas d'obus, il n'y a pas de munitions à cette guerre. Parfois, on nous donne une mitraillette toute rouillée des années 40. Ils n'ont rien pour se protéger. En fait, cette guerre, aujourd'hui, la guerre elle est menée par les drones. On ne sait même pas qui appuie sur le bouton. On ne sait pas qui dirige le drone. À chaque fois qu'il y a un immeuble explosé en Ukraine ou en Russie, donc si c'est en Ukraine, ils accusent la Russie. Si c'est la Russie, donc en fait, les deux côtés s'accusent entre eux-mêmes, alors qu'il faut regarder qui dirige cette guerre. Parfois, c'est une troisième personne. Ce n'est même pas les forces armées ukrainiennes ou russes. Donc, je vais parler plus tard de qui a déclenché cette guerre. Ce n'est pas la population ukrainienne ou russe. Il faut voir beaucoup plus loin. Je vais parler peut-être plutôt des raisons de cette guerre, qui l'a déclenchée et qui a les intérêts dans cette guerre. Donc aujourd'hui, donc les mensonges se sont découverts progressivement en Russie durant ces années et il n'y a pas très longtemps, ces dernières années, la population a découvert une grande implication de la secte Chabad dans
la politique en Russie. Donc en fait, c'est une vraie secte, c'est des juifs, mais qui ne sont pas orthodoxes. C'est une secte qui s'est séparée du mouvement juif et qui, derrière leur activité religieuse, on va dire, dans le pays, ils influencent fortement la politique en Russie. On a plusieurs témoignages de Berl Lazar, c'est le rabbin principal de la Russie, qui dit que Poutine est le membre de cette secte Chabad, et quand il était petit, il a grandi dans une famille juive. Moi, je parle pas des juifs orthodoxes, de la religion juive, ou pour dire que c'est mauvais ou quelque chose. Non, moi je parle de la secte Chabad, parce que c'est pas ce ne sont pas les juifs orthodoxes. Déjà, en Russie, on avait dans l'Union soviétique, on avait des rabbins, des rabbins juifs orthodoxes qui dirigeaient des synagogues différentes dans le pays. Mais depuis les années 90, nous avons eu de nombreuses arrivées des rabbins étrangers. Donc la secte Chabad, en fait, ils ont le siège à New York. Donc ce sont déjà des agents, des personnes étrangères. Parce qu'en fait, pourquoi je parle aussi de ça, aujourd'hui, les gens, les activistes en Russie sont persécutés avec la nouvelle loi fédérale sur les agents étrangers, la loi 255. Et ils sont accusés qui sont agents étrangers. En fait, dans la loi, il est dit que la personne peut être reconnue comme agent étranger s'il a de l'influence étrangère ou financièrement étranger. Financement étranger. Et les personnes qui déposent des déclarations contre la secte Chabad pour dire que ce sont des agents étrangers dans notre pays qui sont venus dans les années 90 et les années 2000. Ils ont les nationalités américaines, israéliennes et d'autres. Ils ne parlent pas russe et ils influencent la politique en Russie. Donc, aucune enquête est ouverte pour vérifier l'activité de cette secte, mais les personnes qui ont déposé ces plaintes sont persécutées. Donc, ils ont les arrivées régulières de la police chez eux. Il y en a qui sont poursuivis aussi par le même article des agents étrangers et d'autres par moyen de l'article de fake, etc. Donc, en fait, ces rabbins-là, étrangers, qui sont venus des États-Unis ou d'Israël, ils ont eu leur place de rabbin principal à partir de 2000, donc avec l'arrivée de Poutine. Berl Lazar, le rabbin principal de la Russie, aujourd'hui, il a reçu la nationalité russe, pour quel mérite aussi, on se demande. Il a reçu la nationalité russe par le décret personnel de Poutine, 22 jours après l'arrivée de Poutine au pouvoir. Donc, et petit à petit, les autres rabbins sont venus aussi dans d'autres régions. Shlomo Deutsch, dans la région de Samara, son frère Zalman Deutsch, dans la région de Perm,
pareil, ils ont des nationalités israéliennes ou américaines. Et nous avons des preuves des personnes qui travaillaient avec eux. Donc, on a eu, il n'y a pas longtemps, le témoignage d'une journaliste qui travaillait dans cette organisation, Chabad, à Perm. Et elle a dit que j'ai vu plusieurs fois comment ce rabbin principal de Perm, Zalman Deutsch, faisait venir les forces de sécurité russes dans son bureau et leur crier dessus. Donc ça veut dire que en fait, les forces de l'ordre russe se soumettent aux ordres de la secte Chabad. Et depuis 1991, sur la place de la Révolution en Russie, tous les ans est fêté Hanouka, alors qu'on ne voit jamais de fête traditionnelle russe, mais tous les ans, on voit la menorah allumée sur la place de la Révolution, et Hanouka est fêté dans le Kremlin, et c'est Poutine même qui le dit, et qu'on voit sur les images. Encore une fois, je ne parle pas de la religion juive, je parle de la secte, parce qu'ils ont une doctrine différente de leur doctrine est écrite dans le livre Tanya, et franchement, ils ont des expressions fascistes dans ce livre. Et donc, pour revenir à la guerre de l'Ukraine, leur messie de Chabad est considéré la personne qui s'appelle Menachem Mendel Schneerson. C'est vraiment leur messie qui est mort dans les années 90. Et pour eux, c'est le plus saint. Et lui, il disait que pour pouvoir s'emparer de la Russie, pour pouvoir s'emparer des terres de la Russie, on doit premièrement, c'était ces citations de 1994, on doit opposer le peuple russe et le peuple ukrainien et regarder comment ils s'entretuent par eux-mêmes, par leurs propres mains. Leur but des mondialistes, de la secte Chabad en Russie, ils ne peuvent pas, on connaît leur plan sur la diminution de la population, sur le contrôle total dans le monde entier, et il faut que ça soit fait toujours par acceptation de l'humanité. Ils ne peuvent pas le faire imposer. Comme on se rappelle de la pandémie, pour aller se faire vacciner, on signait un papier comme quoi on est d'accord de se faire vacciner. Parce que voilà, ils ont toujours besoin de notre accord. Pareil, la guerre en Ukraine, depuis 2014, ils essayaient de déclencher cette guerre. Elle aurait pu commencer déjà à cette époque-là. Mais les gens n'étaient pas d'accord. Je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu justement sur les politiques Covid, parce que en France, on nous a présenté que la Russie ne suivait pas les mêmes directives que la France, que effectivement la vaccination n'était pas obligatoire, qu'il n'y avait pas de QR code, et que c'était beaucoup plus souple. Donc j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet-là et voir un petit peu quelle direction a pris la Russie sur le terrain, et encore une fois la différence entre les grandes villes et ce qui se passait ailleurs, quoi, parce qu'il y a toujours des différences. Mm-hmm. Oui, c'est ce mythe qu'en Russie, il n'y avait pas de restrictions, etc. Bien sûr que c'est un mythe. Et je vois qu'en France aussi, la plupart des gens ont compris que c'était faux. Et en fait, on a eu exactement les mêmes restrictions comme partout, avec les mêmes actes, les mêmes documents, souvent le même jour, etc. Sauf qu'en Russie, ça a moins bien marché parce que c'est la mentalité des gens.
c'est la mentalité des gens qui a permis de résister plus. Et aussi, à notre avis, c'est grâce aussi à notre organisation en grande partie que la pandémie a été arrêtée et n'a pas allé dans la direction qu'ils voulaient les mondialistes. Parce qu'en fait, depuis les premiers jours, on savait déjà très bien ce que c'est. Donc, on a analysé les choses des premiers jours. Déjà, les docteurs, les médecins, au mois de mars 2020, ils se sont réunis pour parler de ce problème de coronavirus et ils ont déjà annoncé que c'est faux, que c'est un virus dangereux et qu'on doit s'enfermer et que ce ne sont pas des mesures médicales, mais ce sont des mesures politiques. Dès les premiers jours, il y a eu un grand travail fait par les médecins qui se sont créés ensuite, qui se sont organisés ensuite dans l'association indépendante des médecins. Et donc, on a fait plusieurs interviews même avec les étrangers. Moi, par exemple, j'ai fait un interview avec Serge Rader. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un pharmacien qui est mort d'ailleurs en 2021, ou tué, je ne sais pas. Donc, il nous a fait un super interview concernant les vaccins tout court, non seulement un vaccin Covid. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes en Russie qui aussi dévoilaient les mensonges parce que déjà, la vaccination, non, je vais peut-être pas parler de ça, mais bon. Donc, il y a eu vraiment un grand travail depuis le premier jour. Et aussi, donc avec le confinement qui est arrivé, donc en France, il a duré beaucoup plus longtemps, mais en Russie, il a duré seulement 2 mois. Pourquoi? Parce que ça sentait la révolution. Parce que les citoyens russes n'avaient aucune aide. La Russie n'est pas un pays d'aide sociale, on n'en a presque pas. On n'a pas eu le chômage partiel comme en France. Donc, en fait, les familles se sont retrouvées avec 0 revenu dans la poche, aucune aide sociale, rien. Et les premiers qui ont commencé à protester et qui ont senti le plus fort cette crise, en fait, c'est les entrepreneurs. Parce que eux, pour ouvrir le business, pour acheter du matériel, etc., ils ont pris des crédits, la plupart d'eux. Ils ont pris des crédits, donc ils devaient payer les crédits. Ils devaient payer les loyers de leur bureau ou leur magasin. Ils devaient payer les salaires de leurs employés, mais les magasins étaient fermés. Comment ils font? Donc, les premiers qui ont commencé à protester, je me souviens, c'était le 1er juin, qui sont sortis dans les rues dans ma ville. Parce que nous, depuis le début, on a commencé à organiser aussi la population contre toutes ces mesures, et informer la population de ce qui se passe. Et eux, ils étaient enragés, ils n'en pouvaient plus. Les manifestations étaient interdites déjà, même sans la pandémie en Russie, les manifestations sont interdites depuis quelques années. Mais là aussi, c'était encore plus strict. Mais ils sont sortis, donc la police aussi est sortie en même temps, mais c'est logique aussi, la police était là. Moi, j'ai parlé avec certains, ils disent, je suis d'accord, pourquoi ils n'ont pas le droit de travailler? C'est pas normal que les gens, comment ils font pour vivre? Demain, ils meurent de faim, si encore, ça dure encore un mois, ils meurent de faim. Ils sont endettés, ces gens, aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, vraiment, ça sentait la révolution parce que, à part les entrepreneurs aussi, déjà qu'on a les salaires très bas, et on n'a aucune aide, comment on fait? Et donc, ils ont arrêté le confinement. Oui, il était obligatoire pour ceux qui, soi-disant, malades de Covid, mais c'était pas le confinement total.
Avec l'introduction de masques, c'était en mai 2020, pareil, les gens, les premiers jours, ils ont mis peut-être à 80%, les gens ont mis les masques. Mais il y a eu toujours un certain pourcentage, une vingtaine de pourcents qui n'ont jamais mis de masque. Pareil, c'était pas logique, les gens ne comprenaient pas pourquoi dans le bus, on est tous comme ça, les uns contre les autres, comme du hareng, et on doit suivre ces restrictions de 1,50 m dans les magasins, dans les queues, etc. Donc c'est illogique. Après, les masques, pareil, pourquoi personne ne nous oblige de mettre le masque quand on entre dans le magasin? Parce que déjà pour ça, il faut du personnel. Mais quand on passe à la caisse, on n'a pas le droit parce qu'en fait, comme ils nous expliquent les caissières, je ne peux pas vous vendre parce que j'ai le caméra et j'aurai une amende de mon directeur. Donc en fait, c'était absurde tout ça. Parce que c'était pas pour le virus, même les caissières, ils le disaient, c'est parce que j'ai peur d'une amende. Voilà. Et et après, c'était vraiment... donc après tout ça, il y a eu la vaccination obligatoire en 2021. Ensuite, les passes qui ont duré aussi peut-être 2 mois. Vraiment avec les restrictions et tout, mais après c'était absurde. Moi par exemple, j'ai un magasin de produits naturels sibériens en Russie et on avait notre magasin était dans le centre commercial. Donc en octobre 2021, quand ils ont introduit les QR codes, donc en fait déjà le système russe il n'est pas aussi carré. En fait, ils ont mis une table, un petit bureau avec le gardien de ce centre commercial. C'était pas ils pouvaient pas mettre la police à ces endroits, c'est impossible. Donc cette personne-là, voilà, il vérifiait le QR code. Bon, dans certains centres commerciaux, c'était beaucoup plus strict. C'était vraiment un barrage où on ne pouvait pas passer. Moi, par exemple, pendant 2 mois, je ne pouvais pas acheter des vêtements ou quelque chose parce qu'ils ne faisaient pas entrer dans la plupart des centres commerciaux. Seulement mon centre commercial, enfin, dans lequel on avait le magasin, c'était rigolo parce que moi, j'observais, le temps que je travaillais, j'observais. Donc, ce gardien, il est là pour vérifier. Il y a une petite femme âgée qui rentre et qui dit qu'est-ce que vous me demandez? J'ai même pas de téléphone. Quel QR code? Donc, il commence à se battre avec lui. Je veux acheter à manger, laissez-moi acheter à manger. Et donc, bien sûr, ce gardien aussi, c'est une personne âgée qui est là et qui dit pourquoi je rentrerai, je la ferai pas rentrer. Et moi, complètement, c'était... on a le chat de mon magasin et nos clients fidèles et ils me disaient comment on peut entrer dans votre magasin. Je dis venez, je vous laisse passer. Donc, je faisais comme ça au gardien. Donc, je le poussais, je faisais entrer les gens. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il va appeler la police? Il s'en fout, il ne va pas appeler la police. Alors qu'il pouvait. Parfois, on avait des contrôles. Oui, la police entrait dans le centre magasin. Ils regardaient tout ça, comment ils contrôlent les passes, comment les gens portent les masques, ils faisaient des amendes. Moi, dans mon magasin, j'ai eu un avertissement. 3 fois, j'ai risqué de se prendre une amende de masque. Ma mère s'est pris une amende. Mais franchement, je préfère être libre et se battre et risquer que se soumettre aux ordres absurdes. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'était pareil en Russie. Des amendes, des restrictions. Mais la population était plus active et plus organisée qu'en France. On a des preuves, hein. On a des preuves de ça parce que comment ça se passait? Poutine, en fait, au début de la pandémie, il a dit
moi, je laisse les gouverneurs des régions gérer la situation d'après la gravité de la situation pandémique dans la région. Et en fait, il a donné les fonctions aux gouverneurs. Donc, dans chaque région, c'était différent. Et la différence venait de l'activité des gens. En fait, au début, ils ont mis les mêmes restrictions partout, mais là où les gens protestaient le plus, soit ils baissaient, enfin, ils enlevaient certaines restrictions, soit ils les arrêtaient. Parce qu'en fait, donc on collectait les signatures contre les masques. Il y a eu mon ami avocat qui est passé devant le tribunal avec le gouverneur de ma ville par rapport aux masques, parce que voilà, il a cité tous les points pourquoi c'était illégal d'introduire les masques, l'obligation de port de masque. Bon, il a perdu évidemment parce qu'ils vont jamais avouer que c'était illégal, mais bon. Donc il y a eu quand même cette résistance. Et donc nos plus grosses campagnes, c'était contre la vaccination obligatoire et l'enseignement à distance. Parce que ce qu'ils voulaient aussi introduire, c'est l'éducation en ligne, en fait, pour les enfants, alors que ça rend les enfants débiles. C'était beaucoup visé sur la nouvelle génération, en fait, sur les enfants. Parce que nous, oui, on résiste encore, mais si les enfants voient depuis petit tout ça, on leur mesurait la température avec un truc bizarre, on dirait un pistolet qui est posé sur leur front. Ils étaient obligés de porter les masques, de mettre les produits dangereux pour les mains, pour désinfecter. Et aussi, on a fait quelques conférences avec les pédagogues que, en fait, un petit enfant, pour évoluer correctement, il doit voir le pédagogue en vrai, parce qu'il apprend beaucoup par la mimique, par les gestes, il doit le voir en vrai, il doit communiquer avec les autres aussi élèves de sa classe, etc., pour justement socialement évoluer correctement. Et donc, oui, c'était beaucoup visé sur les enfants. Et donc, on protestait beaucoup aussi contre cet enseignement. On est allé, par exemple, dans ma région, mais ça se passait dans d'autres régions aussi. Certaines régions moins actives. Ma région, par exemple, elle était très active durant la pandémie. Et donc, on est allé aux rencontres avec le ministre de département de ma région d'éducation et le ministre de la Santé. Donc déjà, on voyait que ils sont incompétents, ça se voyait de suite, et qu'ils exécutent tout simplement les ordres donnés d'en haut, tout simplement. Et donc, mais on insistait, on criait, on venait par 10, on les filmait, on mettait sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont très très peur des caméras. Tant que c'est en cachette, tant que ça se passe en cachette et personne ne sait, ils s'en foutent. Mais tant que c'est filmé et c'est mis dans les réseaux sociaux et qu'ils lisent les commentaires après que les gens disent « Ouais, quand ça va s'arrêter? On n'en peut plus. Pourquoi nos enfants sont obligés d'apprendre par l'ordinateur, etc. » En fait, ils voyaient tout ça et là, ils baissaient les restrictions. Mais par exemple, dans ma région, comment c'était expliqué? Donc, en fait, on est allé à la rencontre avec le ministre du département d'éducation. Et le lendemain, ils sortent. On exigeait qu'ils ouvrent les écoles parce que partiellement les écoles traditionnelles étaient ouvertes et par contre les écoles de danse, de sport, de musique, ils étaient fermés. Donc les enfants ne pouvaient pas continuer leurs cours de musique, etc. Et donc on exigeait qu'ils ouvrent au moins ces écoles-là. Parce que pourquoi ils peuvent aller dans une école traditionnelle, simple, et pourquoi ils ne peuvent pas aller à l'école de danse? C'est absurde.
Donc, on a appuyé là-dessus, on a ramené des signatures qu'on a collectées, des déclarations des parents qu'on a ramassées. Donc, on a organisé tout ça pendant une certaine période. Et donc, on est venu, on a parlé, on a filmé, on a mis dans les réseaux sociaux. Le lendemain, ils sortent dans les actualités, ils disent à partir de la semaine prochaine, les écoles de danse, de musique vont ouvrir parce que la situation pandémique est... enfin, oui, ça s'améliore, il y a moins de malades, ça va beaucoup mieux. Voilà. On peut rebondir justement sur le fameux nouvel ordre mondial, parce que c'était un des sujets aussi importants qu'on voulait aborder pendant l'interview. Oui. Parce que la Russie, encore une fois, enfin le gouvernement russe en tout cas, est souvent présenté comme, je vais répéter encore une fois, mais conservateur des valeurs traditionnelles et comme s'opposant au globalisme occidental. Et du coup, vous avez une autre version de l'histoire parce que vous avez vu des politiques qui vont dans le sens justement de ce nouvel ordre mondial se développer aussi en Russie. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez et que vous nous expliquiez ce que vous avez observé. Avant de revenir, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on est en interview, faut pas non plus que ça dure 3 heures, mais 2 heures et demie, je pense qu'on essaiera de s'arrêter. Avant de revenir pour conclure justement sur cet esprit d'unité qu'il y a dans le peuple russe et les conseils que vous donnez au peuple français qui a tant de mal à s'unir pour réussir justement à vaincre ces mondialistes et pourquoi pas, qui sait, à l'avenir unir et le peuple russe et le peuple français, ce serait encore plus magnifique. Oui, donc oui, on peut parler aussi des programmes mondialistes en Russie. On observe exactement la même chose comme partout. Donc, l'introduction d'insectes, organisation de la famine, le contrôle total par les caméras, la construction des villes de 15 minutes, tout ça. On voit aussi dans le pays, il y a la fameuse vidéo, la rencontre de Poutine avec Klaus Schwab en 2019, où il disait on suit votre programme de forum économique et on travaillera à l'unisson avec vous. Et ça, on voit toutes les preuves de tout ça. Bon, déjà, la pandémie, c'était un grand pas vers ce nouvel ordre mondial. Donc, comme on a vu précédemment, ça se passait de la même manière. Après, l'introduction des insectes dans la nourriture. Tout ça, on le voit aussi en Russie. Donc, il y a une ferme en Russie qui élève 8 milliards de larves, où il y a eu un gros investissement. Donc, vous croyez que c'est pour un amusement qu'ils font vraiment une ferme de 8 milliards de larves avec un gros investissement? Oui, c'est pour introduire dans la nourriture. Et d'ailleurs, concernant cette introduction, Mishustin, c'est notre Premier ministre, a signé un acte le 10 octobre 2023, numéro 2761. Donc, il a ajouté la liste de la production agricole dans cette loi, produits de la mouche, de larves de mouche, la farine de larves de mouche, la purée de larves de mouche. Donc, en fait, il a ajouté ces choses-là dans la production agricole. Donc, officiellement, c'est déjà fait. Après, récemment, on a eu une exposition dans la ville de Perm qui s'appelait Technologie agricole 2024. En février 2024, ça s'est passé. Donc, ils présentaient les nouveaux projets agricoles, nourriture artificielle,
donc, qu'on voit déjà en Chine, la viande artificielle, tout ça, les insectes, les produits OGM, ingénierie génétique. Donc, tous ces projets étaient présentés à cette exposition, les projets d'État. À Stavropol et Kalmykie, aussi en février 2024, il y a eu une exposition qui s'appelait Interfood, avec les mêmes projets, plus ou moins. Voilà. Ils vendaient déjà, je peux peut-être publier plus tard sur mon canal les photos, ils vendaient déjà la farine à la base d'insectes, etc. Et en parlant de la création de cette nourriture artificielle, avec l'arrivée de la pandémie, on a remarqué cette organisation vraiment agressive de la famine. Par quels moyens? Depuis à peu près 2020-2021, on a remarqué que dans toutes les régions, se passe exactement la même chose. Ils tuent les poules, les cochons, sous les prétextes, les plus souvent, c'est le virus dangereux chez la volaille. La grippe aviaire. La grippe aviaire, oui. D'accord. Ouais. La grippe aviaire, c'est le plus souvent. Donc, ou la peste chez les cochons, etc. Donc, parfois, même, il y a des vidéos, les gens retrouvent des cochons brûlés d'une façon horrible, quelque part dans une forêt perdue, ou voilà. Et c'est horrible. Moi, j'ai observé aussi tout ça dans ma région, parce que notre région, elle est assez... en fait, durant l'Union soviétique, c'est la première région pour la production laitière. Donc, on a vraiment beaucoup de vaches, on a les poules, etc. Et donc, on voyait que dans tel ou tel village, ils déclarent une peste chez les cochons, donc ils ont enlevé 6000 cochons. Dans tel ou tel village, il y a la grippe aviaire des poulets, ils enlèvent 1 million de poules. Donc c'est impressionnant. Et ça continue, ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Je tombe tout le temps sur des actualités dans cette sorte-là. Récemment, en 2023, c'était Bashkortostan, 3,2 millions de volailles, 18,2 millions d'œufs ont été détruits, 70 tonnes de viande, voilà, à Bashkortostan en 2023. Kaliningrad, Krasnodar, vraiment beaucoup de villes. Et tout ça, ça ressemble à une organisation de la famine et à la privation de la population dans l'indépendance de nourriture. Parce que je sais que aussi en Europe, il y a cette image terrible de l'Union soviétique. Ça, c'est encore un autre sujet abordé, mais je peux vous dire juste tout simplement, posez-vous la question si en Europe, il y a une si forte propagande anti-soviétique que c'était un monde terrible. Donc maintenant, on est, on est plus intelligent, on comprend les manipulations, etc. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vrai? Et donc, je disais que, voilà, historiquement, on a gardé encore plus de valeurs, c'est vrai, en Russie, mais qui disparaissent de plus en plus à cause de la politique menée dans le pays. On a pareil, cette introduction de la propagande LGBT, pas officiellement bien sûr, mais à travers les films, à travers les clips, il y a tout ça, hein. Le satanisme, LGBT, tout ça, ça existe. Les petits-enfants, on a peur de ce qui va devenir, qu'est-ce qu'ils vont devenir après
les films qu'ils regardent, après la musique qu'ils chantent avec les paroles horribles qui veulent rien dire, etc. Donc voilà, c'est pour dire que oui, en France, malheureusement, la perte des valeurs humaines a commencé un peu plus tôt. Donc les mondialistes étaient présents un peu plus tôt en Europe, en France. Et moi, personnellement, j'admire les personnes en France qui gardent encore ces valeurs parce que c'est vrai, c'est très difficile aujourd'hui avec toute la propagande qu'il y a. Et je suis contente qu'il existe encore ces personnes-là. Et en Russie, tout ça, tout simplement, ça a commencé plus tard, avec la chute de l'Union soviétique dans les années 90, et ça continue aujourd'hui, toute cette propagande anti-humaine. Donc oui, si on compare la France et la Russie aujourd'hui, oui, on voit plus de valeurs humaines qui disparaissent de plus en plus. Oui, donc pour continuer avec tous ces programmes mondialistes en Russie, par rapport à LGBT, on sait que récemment, ils ont sorti une loi qui interdit la propagande LGBT. Mais ils ont précisé que c'est seulement les symboles LGBT qui sont interdits, mais en fait, ils vont pas poursuivre les gens pour tel ou tel choix. En fait, rien n'était interdit. Je dis, quand on regarde les clips, les concerts de musique, on voit, je sais pas, c'est du vrai satanisme sur la scène qui se déroule, avec des personnes, des hommes habillés en femmes, je peux aussi publier ça s'il faut, des femmes habillées en hommes, etc. Et aussi, il y a beaucoup de preuves que dans la direction du pays, c'est souvent des personnes qui ont une autre orientation sexuelle. Donc, même, il y a certains témoignages qui disent qu'ils prennent seulement les personnes d'une autre orientation, ils passent des rituels, pour passer au poste de gouverneur, par exemple, au poste de ministre, etc. Des rituels sataniques, des rituels d'actes sexuels avec un homme, etc. Et je connais aussi, non, mon frère, il connaît une fille, c'est une amie à lui, dans ma ville. Elle travaille dans un salon de beauté, où il fait le manucure, etc. Et elle dit elle lui a dit une fois, tu sais que tous nos députés de Kostroma, ils viennent chez moi pour faire les ongles des mains, des pieds, s'épiler les jambes, etc. Donc tout ça, c'est exactement pareil comme partout. Et ça, c'est terrible aussi. Donc en fait, ils parlent à la télé, ils montrent à la télé cette jolie image de tradition, etc. Bien sûr, tu vas pas mettre pour faire passer tous ces programmes du nouvel ordre mondial dans le pays où les traditions sont fortes. Tu vas pas mettre un vrai sataniste qui parle ouvertement des choses, bien sûr. Ils vont tout faire en cachette derrière une jolie image. Et donc, par rapport au programme du nouvel ordre mondial, à Moscou, ils construisent les villes de 15 minutes dans la région de Moscou. À Saint-Pétersbourg, récemment, il y a eu une actualité que les quartiers dans la périphérie de Saint-Pétersbourg, ils sont construits sur le modèle des villes de 15 minutes. On a découvert aussi une certaine organisation qui s'appelle Cité et gouvernements locaux unis en Russie.
enfin aussi c'est une organisation mondiale créée par l'ONU. Et c'est justement, d'après l'étude qu'on a fait sur cette organisation, c'est cette organisation-là qui est responsable justement de l'introduction du contrôle total dans les villes, ce qui concerne les caméras, les villes sécurisées, le passage par les données biométriques, tout ça. Et le président de cette organisation, dont 5 milliards de personnes sont déjà impliquées sans le savoir, parce que la majorité des villes dans le monde entier suivent déjà ce programme. Il faut juste étudier, on ne le sait pas. Mais le président de cette organisation, du département Eurasie, c'est le maire russe de la ville Kazan, Ilsour Metchin. Il est le président du département Eurasie. Donc, et à Kazan, justement, il se déroule souvent les expositions, les entraînements au sujet de cette organisation. Par exemple, récemment, ils ont fait un entraînement une exposition de la vie virtuelle à Kazan. Donc là, ils présentaient les projets. En fait, ça ressemblait beaucoup, je ne sais pas si vous voyez le film Hunger Games, ça ressemblait à ça, en fait, cette exposition. Les jeux virtuels avec les vraies personnes, etc. Pas aussi ouvertement comme dans le film, mais ça ressemblait à la préparation à ce genre de jeu. Voilà. Sympathique. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Anna, pour toutes ces informations. Et c'est déroutant parce que ça change de ce qu'on entend d'habitude sur la Russie et sur le gouvernement russe. Такие международные площадки, как ваша, Всемирный экономический форум в Давосе, конечно, востребован и приносит значительную пользу, поддерживает людей в своем стремлении работать открыто в рамках действующего международного права, способствует установлению контактов и между деловыми людьми, и между представителями власти. Мы со своей стороны тоже проводим аналогичные мероприятия, которые, конечно, нацелены прежде всего на установление деловых контактов с партнерами России. И, вы знаете, и здесь, в Петербурге, проводим Петербургский экономический форум, и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на юге России. Так что мы берем с вас примеры, надеюсь, мы вас не подводим, а работаем, так сказать, в унисон. Наша цель, как вы уже сказали, способствовать укреплению сотрудничества между деловым сообществом и госструктурами. Вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, будь то проблемы климата и экологии, проблемы экономического роста, могут быть решены только путем сотрудничества на глобальном уровне. Меня называют отцом 4-й промышленной революции. Я написал об этом книгу. Хочу вам ее подарить.